خوتي المغاربة أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوتي توحشتكم. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc le sujet aujourd'hui c'est l'histoire du Sahara marocain, donc avec des diapositives animées. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Mais avant de commencer le sujet, comme vous le savez mes frères et sœurs, j'ai été attaqué par une association et d'une lâcheté grotesque. Et alhamdulillah, qu'on est dans un pays où on a le droit d'expression. Et donc, leur plainte ne constitue pas un dossier solide pour que ça aille en procès. Donc certes, peut-être j'ai des vidéos avec quelques déviances, quelques lives avec quelques déviances, mais cela ne constitue pas des violations graves dont j'ai été accusé. Donc voilà, le but c'était quoi? C'était de demander des dommages et intérêts, de fermer ma chaîne et de surtout me faire peur et puis m'intimider. Mais hélas, je suis un patriote qui aime son pays. Je suis quelqu'un qui est là pour défendre le pays, défendre mes frères et sœurs marocains et marocaines. Vous ne pourrez pas. Et ça c'est une chose, une certitude, c'est de m'empêcher de parler. Voilà. Vous pouvez parler derrière mon dos, vous pouvez me surveiller, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais m'empêcher de parler, ça, vous ne pourrez jamais. Voilà, c'était juste le petit message pour clore ce dossier. J'espère, mes frères et sœurs, que vous allez tous bien. En tout cas, comme je vous l'ai dit, توحشتكم. J'espère que vous توحشوني. Je remercie également tous les gens qui m'ont soutenu et qui ont soutenu aussi le frère Dima, parce que je n'étais pas seul à être accusé et attaqué. Donc je remercie notre frère Jeslam, notre frère Mougli, notre frère Idrissi de la culture chérifienne, Med Emer, Bamos El Pocho, Moubarak El Maghribi, Rona Jawed. Voilà, ça c'est les gens qui ont fait des petites vidéos de soutien, ou bien qu'ils ont parlé de nous dans leur live pour nous soutenir. Je remercie également tous les gens qui m'ont laissé des messages dans ma vidéo au revoir. Donc vous étiez très très nombreux, j'ai eu 218 messages avant de fermer cette vidéo. Donc parmi eux 2 messages d'enfoirés, mais à part ça, donc vous étiez 216 à me soutenir et ça fait plaisir. Ça m'a touché parce que vraiment les messages ils étaient d'une force vraiment super content, et donc je me suis dit waouh, je suis quand même apprécié par pas mal de monde et ça me fait plaisir d'avoir votre soutien. Voilà, je vous dis merci à toutes et à tous qui m'ont soutenu. Voilà, et donc mon message donc au Chiata ou le Hussad ou Daknas ou Shinji ou ainsi de suite. D'ailleurs ils ont même signalé une demi-vidéo même pendant que ma chaîne elle n'était pas active. Ils ont signalé des vidéos pour me mettre un strike ou pour me fermer la chaîne complètement. Donc pour vous dire que les gens ne s'arrêtent pas. Ils ne s'arrêtent pas, même quand on dit au revoir, la chaîne elle est arrêtée, les gens continuent de signaler, mais c'est un truc de malade. Donc à ces gens-là, je vous emmerde, tout simplement. Voilà. Hein? Donc là on va commencer notre vidéo les amis. Donc l'histoire du Sahara marocain. Donc là comme on voit, donc notre pays il est bien au centre du monde, hein, je dirais. Si on trace une flèche comme ça, horizontale et verticale, on est le centre du monde. Donc voilà, donc je voulais vous raconter donc cette histoire du Sahara marocain parce que c'est le dernier territoire dans la planète qui n'est pas reconnu
officiellement pour le Maroc, hein, on va dire ça comme ça, qui est toujours une terre non autonome, voilà, au niveau des lois internationales, des Nations Unies, tout ça. Mais pour nous Marocains, c'est notre Sahara marocain. Et donc on va faire un zoom sur ce Sahara pour vous montrer vraiment toute l'histoire, comment ça a commencé, sa colonisation, sa décolonisation, tous les problèmes rencontrés. Donc pour commencer donc l'histoire, donc là vous avez une carte, donc c'est le monde colonial en 1945. Donc en 1945, donc le monde il est partagé en colonies. Donc en gris c'est tous les pays indépendants ou neutres, d'accord. Et puis vous allez avoir ou qu'ils ont déjà eu leur indépendance, hein, comme l'Égypte en 1942 par exemple. Et puis vous avez donc ici donc tout ce qui est en bleu c'est la France, hein, donc voilà, hein, on retrouve donc voilà l'empire de la France. Vous avez aussi l'anglais, hein, donc l'Angleterre et donc le Royaume-Uni, donc avec le Canada et l'Australie, donc on retrouve pareil tous les pays colonisés par l'Angleterre. L'Espagne ici, donc on la voit ici. Vous avez aussi le Portugal. On a aussi les Pays-Bas, voilà, comme l'Indonésie, tout ça. Et donc le monde, il était divisé en blocs. Il était divisé en blocs et donc les grandes puissances de l'époque, et donc ils allaient coloniser des pays. Donc le colonialisme dans sa définition, c'est soit pour apporter une civilisation à un peuple, d'accord, ou soit pour mettre en place une religion, donc les conquêtes religieuses. Donc on l'a vécu avec l'islam, on l'a vécu aussi dans les croisades pour la chrétienté, et voilà. Donc ça peut être aussi cette forme-là. Et puis dans la majorité des cas, c'est pour l'argent, c'est pour le fric, hein. Donc on a connu l'Espagne, hein, dans le continent sud-américain où justement c'était pour aller chercher l'or, hein, la conquête de l'or. Et puis comme on l'a vu, donc tous ces pays-là, même s'ils ont apporté un peu de civilisation, de la religion quelque part, parce qu'il y a des pays africains qui ont été convertis au christianisme, et même des pays latins, mais en grande majorité c'était là pour exploiter les richesses des différents pays. Donc voilà. Donc ça c'est le colonialisme. Nous on était sur ce qu'on appelle un protectorat. Le protectorat, c'est que vous avez toujours Siyed Yelkom, ça veut dire l'autorité, elle est toujours là. Vous avez toujours un gouvernement, un chef d'État, et donc vous avez la puissance étrangère qui administre le pays. Donc nous, on va se concentrer vraiment sur ce qui nous concerne, donc l'Afrique, et puis après on va arriver à notre Sahara. Donc c'est pour vous donner un contexte général, global, assez large. Comme vous le voyez donc sur le continent africain, donc on retrouve ici, donc là c'est tout ce qui est empire français, hein, en fait, hein, en bleu clair. Vous avez l'anglais ici en rouge, l'italien en vert, et puis l'allemand, hein, donc voilà, hein, on peut retrouver l'espagnol, tout ça. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il y a trois pays en fait où il y a vraiment, par exemple, si on prend l'Algérie, vous avez que la France. Si on prend la Mauritanie, c'est que la France. Si on prend le Mali, c'est que la France. L'Égypte, c'est que l'Angleterre, et ainsi de suite. Donc là, on est parti quand même en 1914. Donc pour vous donner une idée. De la chose, nous, on a été colonisés par deux pays, voire même trois, avec Tanger. Et d'ailleurs, et même par deux pays, voire trois, et morcelé. C'est quand on voit l'Espagne qui nous a morcelé en trois morceaux, c'est plus difficile de faire sortir un colon d'un seul bloc que de le faire, c'est plus facile de le faire sortir d'un seul bloc que de le faire sortir de trois blocs. Donc c'est pour vous donner aussi la difficulté que le Maroc a rencontrée. Et on a des similitudes comme ça
des similitudes comme ça dans l'Afrique. On est deux pays d'ailleurs, mais le plus complexe, ça reste quand même le royaume chérifien, donc le Maroc, parce qu'on a aussi la Somalie, hein, comme on le voit ici, on a la Somalie française, Somalie britannique et la Somalie italienne, hein, donc pareil, hein, donc quand on est morcelé comme ça, au final on perd quelque chose. C'est comme la Somalie, bah, ils ont perdu la Somalie française qui est Djibouti maintenant, qui est devenu un port français, un port avec une base militaire pour contrôler le détroit ici, hein, au niveau de l'Arabie, hein, pour contrôler le canal de Suez. Hein. Donc voilà, c'est une position géostratégique, ils l'ont pas lâché, ils ont créé l'Érythrée, pas l'Érythrée, le Djibouti, pour justement rester en place. Ils sont toujours en place, ils ont toujours leur base militaire. Voilà, c'est une des je crois, c'est la plus grande base d'Afrique pour la France. Donc c'est pour vous dire la position géostratégique. Donc voilà, ici donc le Maroc comme je vous l'ai dit, donc on a la France, donc l'Espagne et puis le Royaume-Uni pour la région de Tanger qui est restée à l'international parce que Tanger tout le monde la voulait, voilà, et ils pouvaient pas se mettre d'accord, donc du coup ils ont dit bah ouais, on va la laisser sous l'influence des Nations Unies à l'époque. Et puis voilà, même la Société des Nations d'ailleurs. Et donc elle est restée internationale. Et du coup, donc la Somalie, comme je vous l'ai dit, donc on a la France, on a l'Italie et le Royaume-Uni, et puis vous avez la Libye. On a eu ici, hein, quand on voit, bon, il y a une partie, la région de Koufra, qui était sous domination anglaise, et puis le reste c'est italien, mais bon, ils l'ont retrouvé facilement. Donc voilà. Ça, c'est au niveau de l'Afrique. En arrière, c'est pour vous montrer. Donc ça, c'est la carte du Maroc, Kharitat al-Maghrib 1880. Donc en 1880, sous le règne de Hassan Ier. Et donc le Maroc s'étendait de Tanger jusqu'à Dakar, au fleuve Sénégal, et puis de Gouira jusqu'à la Libye. Hein. C'est vraiment énorme. Hein. C'est vraiment énorme. Et donc on a toute la partie du Sahara algérien, Tombouctou, ça c'est la Mauritanie, vous voyez, et donc Tombouctou c'est le Mali, excusez-moi, et toute la Mauritanie, Chemgait qui est là, qui était complètement marocaine. Donc le roi à l'époque, Hassan Awel, donc c'est lui. Donc on avait un drapeau, donc qui n'était pas le même que celui d'aujourd'hui, donc le drapeau de l'Empire chérifien. Et donc c'est pas une paire de ciseaux, c'est des épées croisées. C'est deux épées qui se croisent. Donc voilà, donc c'est pas une paire de ciseaux. Et donc déjà à l'époque, juste après sa mort du roi Hassan, enfin le sultan Hassan al-Awwal, donc qui avait fait grossir l'empire à son plus large. Du coup, il y a eu pas mal de rivalités donc parmi les Espagnols, les Portugais, les Français, tout ça, que eux, ils ont pu se lancer dans la révolution industrielle, que nous, on n'a pas pu prendre le train à cette époque-là. Et donc, du coup, ils se sont équipés d'armements sophistiqués. Tous des moyens, enfin de machines et ainsi de suite. Donc c'est plus facile pour eux de faire la guerre. Et la guerre, elle est de plus en plus meurtrière. Et c'est fini l'époque d'avoir un sabre dans la main ou un arc tiré des flèches, quoi. Donc là, c'est vraiment voilà. Là, ça devient du lourd. C'est des gros canons, c'est des machines. Voilà. Donc du coup, l'Espagne a commencé déjà à attaquer au sud, au nord, donc par le Sahara, au nord par le Rif. Le Portugal a essayé un petit peu, mais bon voilà, il a essayé de revenir sur ses conquêtes, puis au final il est descendu au Cap-Vert parce que voilà, ça c'était la période coloniale. Vous avez la France qui était à côté, donc voilà, qui a commencé à grignoter sur le Sahara, hein, donc voilà, et puis à étendre son territoire pour devenir l'Algérie actuelle. Et puis en même temps, donc
donc rentrer aussi par la Mauritanie, hein. Donc quand vous avez l'Espagne déjà un peu plus au nord, et bah, les troupes qui restent ici sont quasiment sans défense, et donc un autre y arrive avec sa puissance et il rentre plus facilement. Et puis après, bah, la France, bah, pareil, elle est partie s'élargir vers la Tunisie et tout ça. Donc pour vous dire un petit peu, les chacals, voilà, ils sont venus sur un gros gâteau qui est le Maroc. Et quand on voit l'acharnement surtout de l'Espagne, bah oui, il faut pas oublier, l'Espagne et le Portugal, c'est nos voisins, mais on les a colonisés pendant 800 ans, hein. Donc ils sont marqués par l'histoire marocaine. Ils sont marqués par le colonialisme marocain. Donc du coup, il fallait qu'ils se vengent, hein. Donc voilà. Et comme ils peuvent, s'ils peuvent nous déchiqueter en 1000 morceaux, bah, ils vont nous déchiqueter en 1000 morceaux. Donc voilà, ça c'est la carte du Maghreb actuelle, et donc voilà, ça c'est les frontières internationales, et du coup là on va expliquer ce que c'est que le colonialisme, comment il a été fait, nous au sein du Maroc. Donc là on va parler vraiment du Maroc. Donc là c'est la partie en rouge, donc c'est la partie espagnole. Donc on a le Sahara, on a Sidi Ifni, on a le Rif au nord. Vous avez donc Tanger, comme je vous l'ai expliqué, tout le monde ne s'était pas mis d'accord parce que tout le monde voulait avoir la région de Tanger ici pour le contrôle du détroit de Gibraltar, et au final, eh ben, ils ne sont pas mis d'accord, c'est resté international. Et puis, en même temps, donc voilà, j'ai mis ONU, mais à l'époque, c'était pas l'ONU encore, hein, l'ONU n'existait pas encore. Et donc du coup, elle reste donc par la France, d'accord, par la France, donc au centre. Ça c'est pour vous dire. Et si on le compare par rapport à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, vous voyez là tout ce qu'on a perdu, hein. On a perdu pratiquement 2 fois plus de territoire qu'on a maintenant. Vous voyez, qui ont été spoliés par la France. Parce que la France voulait rester en Algérie, donc elle a agrandi elle a agrandi au maximum son territoire pour nous prendre le maximum de territoire ici. Elle était aussi présente au Mali, donc elle s'est pas gênée. Elle a donné l'indépendance à la Mauritanie avant que l'Espagne, parce que l'Espagne, on va revenir, hein, elle voulait pas sortir l'Espagne, hein, donc du coup les Mauritaniens ont profité pour demander l'indépendance, et comme la France avait perdu l'Algérie, donc autant donner, voilà, pour se venger un petit peu, parce que c'est quand même le Maroc qui a aidé l'Algérie à retirer, qui a aidé l'Algérie à retirer la France de son territoire. Et la France, elle peut que se venger, donc elle a donné l'indépendance à la Mauritanie avant que nous on puisse recouvrer notre Sahara pour justement aller récupérer aussi la Mauritanie. Donc voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, on se retrouve avec un territoire beaucoup plus restreint qu'il n'était autrefois. Cette carte-là, elle est très très intéressante. C'est l'évolution je veux dire, vous avez donc l'Espagne qui était en bas, qui était là à Sidi Ifni, hein, donc le Rif ici, hein, donc là c'est le Maroc espagnol. Et puis donc on a l'évolution aussi dans la carte du protectorat français. Du protectorat français, comment il a évolué, comment il est entré, et ainsi de suite. Donc à l'époque, juste après la mort de Moulay Hassan Ier, donc on a son fils Abdelaziz qui était âgé de 16 ans, hein, jeune monarque, hein, donc il gouvernait avec un vizir à l'époque, donc il a gouverné le Maroc de 1894 à 1908, d'accord. Donc ce jeune roi, donc il préférait toujours gouverner avec des conseillers européens.
Donc ça plaît pas au peuple non plus. Et puis en même temps, le Maroc croulait sous les dettes à cause des guerres menées dans l'Empire pour agrandir l'Empire et se défendre face à toutes les attaques à droite, à gauche, parce qu'on a commencé déjà à être attaqué par la France, par l'Espagne, voilà, donc voilà, plusieurs guerres sur tous les fronts, donc le Maroc se retrouvait très très endetté. Donc ce jeune roi donc a voulu mettre en place des impôts qui étaient très très impopulaires, en supprimer d'autres, mettre les caïds qui deviennent fonctionnaires du Makhzen, ça n'a pas plu à tous les notables. Et donc, du coup, il y a eu des révoltes un peu partout. Donc, le Maroc s'est divisé en plusieurs factions qui sont devenues incontrôlables. Et donc, en juillet 1906, on a abouti à l'accord d'Algésiras qui donne autorité à la France et à l'Espagne de se partager l'administration du Maroc, du moins. Au niveau de la police, par exemple, tout ce qui est police des ports, par exemple, ça c'est partagé entre la France et le Maroc. Et tout ce qui est police interne, c'était la France qui avait eu, je veux dire, autorité. Et justement, grâce à cette autorité, tout de suite en 1907, donc le général Lyautey, il est venu occuper Oujda et toute la région de l'oriental. Et puis tout de suite derrière, le général Antoine Drude, donc qui a débarqué à Casablanca avec 6000 hommes. Donc quand vous donnez la police à quelqu'un, lui il sert de cette police-là comme autorité, et puis paf, allez hop, vous me bloquez le passage ici et je rentre mes troupes par l'Algérie. Voilà, tout simplement. Et l'autre il est arrivé de l'autre côté. Voilà, une fois qu'on va occuper le terrain de ce côté-là, on va faire déplacer les troupes marocaines jusqu'ici, et puis au final, hop, les autres ils attaquent par derrière. Voilà comment ils nous ont morcelé. Donc du coup, donc en 1907. Et puis ici vous avez donc les différentes dates de 1912 à 1913 pour toute cette occupation là. 1914 c'est cette partie là. Et puis après vous avez donc toute la région montagneuse, donc du Moyen Atlas, du Haut Atlas, de l'Anti-Atlas, qui ils ont mis un certain temps pour passer de 1919 jusqu'à 1934. Donc il y a des régions, quand on voit dans l'Anti-Atlas ou les régions vraiment reculées et très très difficiles d'accès, le protectorat il s'est appliqué une vingtaine d'années à peu près. Donc vous voyez, c'est-à-dire malgré qu'il y avait un protectorat, tout ça, il y avait une résistance acharnée des Marocains. Ça veut dire les Marocains, ils étaient quand même farouches. Il y avait le français qui était là, ou bien l'espagnol, mais on ne s'est pas arrêté. Ça veut dire on ne s'est pas dit, c'est bon, on croise les doigts, on croise les bras, on croise les mains, et puis on fait rien. Non, ça a été vraiment une guerre sans merci, des guérillas de partout, de l'incivilité aussi à certains endroits contre les Français. Et puis il y a eu des guet-apens, il y a eu pas mal de choses. Donc là, c'est dans l'histoire marocaine, et c'est vrai que ça fait partie de notre histoire aussi. Donc du coup, nous avons Moulay Hafid, donc le frère de Moulay Abdelaziz, donc il l'a destitué le 4 janvier 1908 parce qu'il n'était pas content de cet accord d'Algésiras. Il était vachement opposé. Donc Moulay Hafid, lui, il a gouverné le Maroc de 1908 à 1912, donc du 5 janvier 1908 au 12 août 1912, donc il était opposé donc aux accords d'Algésiras, et avec l'aide de Madani Glabi, Moulay Hafid, lui, il était installé du côté de Tiznit ici, et du coup il était aussi le khalifa de Marrakech, donc la capitale du sud du Maroc, et donc il a été proclamé sultan donc à Marrakech, et puis en même temps donc pour être donc commandeur des croyants et s'imposer à tout l'empire, donc il fallait qu'il puisse obtenir l'acte d'allégeance donc de la capitale à Fès,
obtenir la Bay'a, hein, donc des dirigeants du Mahzen, des ulama, des ulémas, parce que là-bas il y avait le Qarawin aussi, où on avait les plus grands ulama donc à Fès, et puis les Chorfa, plus les notables. Donc voilà, donc fallait qu'il y ait une Bay'a, et pour qu'il soit vraiment sultan de tout l'empire chérifien. Donc en 1911, donc il a du mal à contrôler l'intérieur du pays, hein, donc pas évident. Donc il s'est retrouvé donc à Fès, et comme il avait pas obtenu donc le contrôle de tout l'empire, hein, la bay'a de tout le monde, donc le 21 mai 1911, avec 23 000 hommes, donc le général Moignet, il a assiégé, et le 30 mars 1912, donc pratiquement un an de siège, on a assiégé Moulay Hafid à l'époque, et après 11 mois de siège, et le 30 mars 1912, il y a eu la signature, du traité de Fès entre le Maroc et la France, donc qui met le Maroc sous protectorat. Donc voilà, et donc là, à partir du 30 mars 1912, on est passé sous protectorat, et là, c'est le petit journal, donc on voit Moulay Hafid signé, avec le général Lyoté ici, voilà, là c'est, comment il s'appelle, c'est le Glaoui, Madani, et ici donc on voit bien le protectorat, donc on a les notables marocains avec des gouvernants français qui sont là, qui se partagent le pouvoir. Voilà les amis, question par rapport à l'histoire. Donc sur la décolonisation du Maroc. La décolonisation du Maroc, comme vous le voyez ici, donc on a commencé donc par Tanger en 1950, suivi donc de la partie française le 2 mars 1956, le Rif au niveau de l'Espagne le 7 avril 1956, donc pratiquement un mois après la France, et là l'Espagne ne veut plus sortir du reste. Voilà. Donc du coup on a dû attendre 1958, donc on a récupéré la région de Tarfaya avec une guerre, donc elle s'est pas fait comme ça, hein, c'était pas par un accord, c'était on a versé du sang, on a appelé ça la guerre d'Ifni d'ailleurs, et donc vous avez aussi la tribu d'Aït Ben Amran qui sont très très connus pour leur courage et ainsi de suite, qui ont vraiment assiégé la région d'Ifni, de Tarfaya, et les ont assiégés, étouffé les Espagnols jusqu'à ce qu'ils sortent par la force. D'accord ? Et en 1969, on a récupéré Sidi Ifni. Vous voyez le fait que le pays est morcelé en petits morceaux, c'est pas évident de tout récupérer d'un coup. Il y aurait un seul occupant et dégage, et hop, tu récupères tout ton pays avec tes frontières, et il n'y a pas de souci, tu es tranquille. Que là, non, tu récupères un morceau, derrière il veut pas sortir de l'autre morceau, faut aller se battre, et là il reste la partie en vert, donc qui est notre Sahara, et ça, on va la développer ensemble. Les amis, donc là je suis revenu, donc j'ai remis Sidi Ifni, donc c'est juste parce que je suis revenu en arrière. Faut pas oublier un passage aussi important. Donc l'Algérie a obtenu son indépendance en 1962, donc aidé par le Maroc, bien sûr, on les a aidés ici, hein, donc la région d'Oujda, on fournissait les armes qui venaient d'Égypte, jusqu'à Nador, et on fournit, puis plus les Tunisiens qui ont aidé aussi, donc faut pas oublier, et pour qu'elles puissent se libérer. Donc on revient là-dessus, donc la guerre des sables de 1963, et tout ça c'est lié avec le Sahara marocain. C'est là où il faut comprendre, parce que si vous n'avez pas une vision 360 degrés autour du Sahara, vous n'allez pas comprendre le problème. Donc c'est pour ça que je préfère vous expliquer. Donc cet homme-là, c'est Farhat Abbas. Farhat Abbas était le président de la GPRA, le gouvernement provisoire algérien. Et donc lui, il avait fait un accord de fraternité et de confiance avec le sultan Mohammed Khamis, donc le roi Mohammed V.
pour justement qu'on puisse récupérer notre Sahara oriental. Donc il n'est pas la même taille que par rapport à la carte qu'on a vue avant, mais c'est une partie du Sahara. C'est le morceau qui nous a été enlevé en dernier par la France, et c'était le morceau que la France voulait nous rendre en contrepartie de la non-aide de la libération de l'Algérie. Donc on s'est dit non, vous inquiétez pas, Mohamed Khamis a dit non, moi je vais aider mes frères, et puis au final je sais que mon frère va me rendre le morceau de terre que toi t'allais me donner d'ailleurs pour les trahir. Vous voyez النية الحسنة كيفاش كانت ذاك الوقت ديال سيدنا محمد الخامس. Donc du coup donc cet accord-là a été fait, elle obtient son indépendance, donc Farhat Abbas se retrouve à la tête du pays, d'accord. Et donc ces deux-là, donc vous avez ici donc Ben Bella et puis vous avez Boumdine. Voilà, ça c'est les deux. Qu'ils ont fait un coup d'État à Farhat Abbas pour dire ah non, le Maroc, attention, il va récupérer ça, et puis finalement s'il récupère ça, il va devenir puissant, et finalement c'est lui qui va devenir le meilleur, le leader, et derrière nous, voilà. Donc du coup ces gens-là, ils ont dit niet, ils ont fait un coup d'État. En même temps, ils avaient un autre problème. C'est le Hussein Ait Ahmed qui avait aussi une armée puissante donc dans les montagnes de la Kabylie. Il aspirait d'ailleurs à l'indépendance de la Kabylie. Et donc les deux personnes, ces deux hommes-là, ils ont dit ah non, nous c'est Hussein Ait Ahmed, là il risque de se retourner contre nous. Nous on veut pas donner ça au Maroc, sinon le Maroc va devenir fort, et si on trouve pas une solution, et là le pays va commencer à se morceler, et puis au final il va plus rien rester. Donc du coup pour créer cette unité nationale, donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils nous ont attaqué à Figuig. Donc ça a été une attaque brusque sur une cargaison de Mkhazni, des forces auxiliaires. Et donc, et puis ils sont partis tout de suite avec son discours. Il est parti crier ouais, Grona, ils nous ont attaqué pour justement faire rallier toutes les factions armées de l'Algérie. Donc, dont le Hussein Ait Ahmed qui avait la plus grande armée et des guerriers très très farouches. Donc du coup ils sont venus, donc ils ont lancé leur attaque contre le Maroc sur la région de Figuig, la région un peu plus au sud. Donc le Maroc est venu contre-attaquer, et là on est rentré en territoire algérien, on était presque arrivé à Tindouf, pareil au niveau du sud. Ils ont reculé malgré l'aide qu'ils ont eue de Cuba, des pays de l'Est, de l'Égypte, donc tous ces pays-là qui les ont aidés à l'époque. Et du coup, nous on s'est quand même défendu, et on a failli récupérer notre territoire sans, par les armes, quoi, tout simplement. Alors du coup, sous le feu de l'ennemi, donc du coup ils ont été forcés de signer avec Hassan II. Donc l'accord de cessez-le-feu que d'ailleurs l'OUA, l'organisation africaine à l'époque, de l'unité africaine à l'époque, avec aussi à l'époque c'était le roi de l'Éthiopie à l'époque qui est venu, qui a fait consensus auprès de Hassan II. Vous inquiétez pas, on va trouver une solution à ce problème au sein de l'organisation africaine, vous inquiétez pas, tatati tatata. Et là, il fallait pas faire confiance, on aurait dû quand même garder ces terres, et puis point barre, parce que c'est eux qui nous ont attaqués et pas le contraire. Donc là, on revient à notre carte, donc je reviens donc en 1969, donc on récupère Sidi Ifni, et donc il reste la partie du Sahara. Donc n'oublions pas qu'en 58, avant l'indépendance de l'Algérie, donc on a l'appel de Mohamed El-Khamis à Mohamed El-Ghizlan pour récupérer toutes nos provinces du sud, qui comprend aussi bien le Sahara que la Mauritanie, parce qu'à l'époque la Mauritanie n'était pas encore indépendante. Et donc on l'a bien fait avant la création du Polisario, avant la création de la République arabe sahraoui et démocratique. Et
Le Maroc, comme l'Espagne s'obstinait à ne pas rendre les terres, donc le Maroc il est parti écrire comme quoi c'était une terre à décoloniser au sein des Nations Unies. C'est le Maroc qui l'a écrit, c'est pas l'Algérie. Eux ils s'appuient dessus maintenant, mais c'est le Maroc qui l'a fait. Eux, entre deux, donc en 73, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le Polisario, sachant que le contexte à l'époque, c'est que l'Espagne ne voulait pas sortir, elle voulait imposer au Maroc un référendum d'autodétermination, avec les Sahraouis qui vivaient chez elle à l'époque, pour la simple raison de créer un État qui lui soit fidèle à 100% et pour qu'elle puisse rester et contrôler ce territoire. Voilà. Ça veut dire voilà, mettre un bébé qui lui dit amen à tout. Et donc le Polisario a été créé, hein, donc voilà, soutenu par l'Algérie, par la Libye, parce que Kadhafi a repris le pouvoir aussi en Libye par un coup d'État, et donc c'était la mode des républiques. Et donc le seul royaume, il fallait pas le laisser s'étendre, hein, de toute façon. Donc le Maroc il dit ah bon d'accord, il est parti porter le. Je vous résume hein, tout simplement parce que sinon on parlait des heures et des heures et des heures. Donc il est parti porter le dossier au sein de la Cour de justice internationale. Donc le verdict tombe, il tombe le 16 octobre 1975, et donc elle dit quoi? Elle dit qu'il y a des liens juridiques d'allégeance envers le roi du Maroc, et que c'était pas une terre annulus, où il y avait personne qui habitait dedans. C'est une terre qui était habitée avant le colon espagnol. Cette terre, il y avait des liens d'allégeance, ça veut dire le Beya. Donc je vous invite à voir la vidéo du discours de Hassan II. Je vous explique exactement ce que c'est que la Béa, exactement sous l'origine musulmane, sous les lois musulmanes. Et donc nous, la Béa, elle a toujours été écrite. Ça veut dire que c'est pas que des paroles en l'air. Ça veut dire quand il y a une Béa pour un sultan, il y a toujours un écrit quelque part. Donc tous les écrits, ils étaient là. Donc on avait des preuves, comme quoi le Maroc, c'était lui l'autorité avant l'arrivée de l'Espagne dans cette région. Et donc fort de ce rendu de justice, on va dire, de la Cour internationale, donc et puis en même temps, Madrid, elle est au pied du mur. Finalement, donc on obtient l'accord de Madrid. Donc l'accord de Madrid, c'est quoi? C'est que l'Espagne, elle se retire au final, et puis sous pression internationale et ainsi de suite. Et donc elle s'est dit ok, donc il y a eu un accord tripartite donc entre le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie. Et donc cet accord-là disait que l'Espagne se retire et qu'elle laissait, parce que la Mauritanie disait aussi ouais mais moi aussi j'ai des gens de chez moi là-dedans c'est aussi mon territoire, donc voilà hein, la France elle m'a donné ce découpage, mais moi je pense en avoir un peu plus. Et donc du coup l'Espagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc elle a divisé l'autorité, l'administration, donc la partie en vert pour le Maroc et la partie en orange pour l'Espagne. Donc Ouadda pour la Mauritanie, et Saq el-Hamra pour le Maroc. Donc du coup, et ça c'était une transition pendant 3 mois, et après il fallait que le problème se règle entre les deux États, entre le Maroc et la Mauritanie, de définir réellement est-ce qu'il y a pas, est-ce que voilà. Donc une fois que ça a été fait, et du coup ils sont pas contents les autres, hein, donc automatiquement donc le Polisario, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont commencé à rentrer dans le Sahara, ils ont commencé à ramasser du monde, hein, donc voilà, hein, donc les camions de Boumedienne qui venaient ramasser du people ici pour les mettre dans les camps de Tindouf, hein, donc voilà, donc là il fallait quand même renforcer donc le Polisario, tout ça dans le but parce que pour créer un État, il te faut un peuple. Pour créer un État, il te faut un territoire, un peuple ou siyada. Donc le Polisario, il avait ni État, ni autorité sur un territoire, ni un peuple. Donc les trois, il les avait pas.
Donc il ne pouvait pas prétendre à une indépendance. Donc le fait de ramasser du monde, ça va lui donner un peuple. D'accord? Et donc, par la suite, donc essayer de récupérer par les armes, parce qu'il comptait beaucoup sur l'Algérie, essayer de récupérer par les armes un territoire. S'il a le peuple, le territoire, et qu'il exerce une autorité, il peut demander l'indépendance au sein des Nations Unies. Donc du coup, ils ont commencé à ramasser du monde. Donc Hnaya, Hassan Tani, fort je vais dire, du compte rendu de la Cour de justice internationale, donc il annonce la marche verte. Là, du coup, ça plaît pas à certains. Donc la marche verte, effectivement, nous on a fait notre marche verte, mais derrière, qui était historique d'ailleurs, et là. Donc, Boumediene n'est pas content. Non, marche verte, c'est quoi ça? 350 000 Marocains qui vont libérer le Sahara. Et en plus, Hassan II, il a bien dit, oui, il va pas combattre l'Espagne, mais s'il trouve une autre puissance étrangère, là, c'est sans pitié. Donc, du coup, Boumediene hystérique, pas content. Et d'ailleurs, on a un témoignage de Jean Daniel à l'époque qui disait que c'était il dit j'avais l'impression de voir une racaille de Babelwed en train de crier quoi. Donc du coup il a fait la marche noire et donc il a expulsé les frères marocains, donc 350 000 hein, donc il a rendu le chiffre à Hassan II, hein, voilà, t'as envoyé 350 000 au Sahara, bah moi je t'envoie 350 000 Marocains. Le jour de l'Aïd el-Kbir en plus, c'est quand même dingue. Donc ils ont essayé donc de récupérer, donc pour reprendre le cours de tout à l'heure, donc ils ont essayé d'aller récupérer par les armes le territoire. Donc et on se retrouve dans la guerre d'Amgala. La bataille d'Amgala, donc voilà, les Marocains ils sont là, ils les ont tués les juges. Klaus Hamzian bien comme il faut, ils sont fait canarder bien comme il faut, donc ils ont perdu 100 soldats, donc il y a eu 100 morts et plus de 200 blessés, de 200 prisonniers, excusez-moi, plus de 200 prisonniers. Donc du coup, il fallait pas recommencer, et là, à partir de là, la guerre, c'était fini. Ça veut dire la bataille, elle était perdue. La guerre, elle était perdue pour Boumediene, parce que s'il aurait gagné la guerre d'Amgala, là, ils auraient pu faire grossir le territoire et avoir un territoire pour dire, ne serait-ce qu'un petit morceau, pour dire, bah tiens, on proclame notre indépendance et on va continuer à chercher à élargir le territoire par la suite. Mais le fait d'avoir perdu Amgala, là, c'était fini pour lui. Ça veut dire, c'est terminé. Ils ont fait que des guérillas. Donc, ils ont fait que des guérillas. En 76, ils ont créé donc le Polisario, hein, donc. Et donc nous, on a continué notre guerre. Donc eux, ils sont installés ici. Donc la République arabe sahraoui, ils sont installés dans la région de Tindouf. Hein, donc je leur ai mis une petite frontière. Hein, donc s'ils veulent leur donner un État, ils peuvent leur donner ici. Hein, donc voilà. Voire même un peu plus bas parce que ce coin-là, il est à nous. Et donc ils sont installés ici. Donc ils ont attaqué donc la Mauritanie, hein, donc il fallait attaquer le plus faible pour essayer de récupérer ce territoire-là, parce que s'ils récupèrent ce territoire-là, eh ben, ils peuvent après demander le reste du territoire. Donc ils sont partis attaquer la Mauritanie jusqu'à Nouakchott, les mines de fer de Zouérat, le chemin de fer qui transporte le minerai, donc, qui était le poumon économique de la Mauritanie. La Mauritanie, donc bien sûr, Polisario était aidé par l'Algérie. Donc en 81, ils ont signé l'accord de reconnaissance du Polisario, de la RAS à Alger, et donc la Mauritanie se retire de Ouaddab. Qu'est-ce qu'il fait le Maroc? Aussitôt retiré, il dit attends, s'ils viennent là-bas, ils ont un territoire, donc ils vont pouvoir demander l'indépendance. Là, je vais pas leur donner les conditions réunies pour justement pouvoir faire ça. Donc du coup, donc l'armée marocaine, elle est descendue, hein, récupérer aussitôt ce territoire. Donc du coup on a commencé, donc les guérillas ont commencé, et là donc nos amis israéliens
comme ils disent les autres, les sionistes. Donc voilà, donc les amis israéliens, ils nous ont quand même donné une idée de construire des murs, parce que face à une guérilla, donc les murs de défense, les murs de sable, donc en juin 82, on a construit le premier mur, ce qu'on appelle le triangle utile. Janvier 84, on est descendu un peu plus bas. En mai 84, on est parti les faire reculer, on les fait rentrer en Algérie. On a continué encore derrière en janvier 85 à les faire encore davantage reculer. Et là après, on est descendu donc en septembre 85, on est descendu donc sur la région du Dakhla, et avril 87, on est descendu jusqu'à Guergueret. Et on aurait pu continuer comme ça jusqu'au bout. Donc on avait un autre projet de mur pour justement finaliser cette partie-là et après terminer ici, sachant que la partie verte, ce qu'on appelle aujourd'hui la zone tampon, ce que eux appellent la zone libérée, il n'y a rien du tout dedans, il n'y a même pas de flotte. Donc voilà, ça veut dire ils peuvent pas y vivre, il n'y a rien. Il n'y a rien, donc tu peux pas vivre si tu n'as pas d'eau déjà. Donc et l'eau qu'il y a dedans n'est pas suffisant pour tout le monde. Donc voilà, il peut être suffisant pour une centaine de personnes, pour 1000 personnes, mais pas pour 25 000 ou ce qu'ils prétendent eux, 170 000 personnes ou je sais plus combien. Donc voilà. Du coup, donc ils peuvent pas s'installer là-bas. Et en plus de ça, ce territoire-là, il était contrôlé par les forces armées royales avant le cessez-le-feu en 91. Et aujourd'hui, eux, ils disent que c'est un territoire libéré, alors qu'ils n'ont même pas le droit ni de construire dedans, ni de recevoir des délégations dedans. Donc, comme on le voit, ils essayent par tout moyen de faire venir, comment ils s'appellent, les représentants de la MINURSO à Berlhlo, les représentants de l'ONU à Berlhlo, et tout le monde y va à Raboni, dans les camps de Tindouf. Voilà, ici, dans les camps de Tindouf et pas ailleurs. Donc, on continue à... Donc voilà, ça c'est aujourd'hui, ça c'est le territoire donc marocain qui est administré, contrôlé par le Maroc. Donc cette partie-là, donc la zone tampon, que eux viennent faire de temps en temps, ils viennent danser ici à Guergueret, à cet endroit-là, et puis de temps en temps ils vont à Berlhlo, à Tifariti, dans ces endroits-là, et des fois même ici à Mijek, ou voilà, ils essayent de faire un petit peu, ouais, on est là, ils font des parades militaires, ils invitent tous les ripots africains là, qui viennent les soutenir là-bas, voir les défilés militaires, ديال القصدير ديال القصدير ديال روسيا وديال الجزائر دايرينو تما. Et puis voilà, ça gonfle le torse, ceci, cela, ça nargue un peu le Maroc et tout ça. Mais en réalité, ils sont toujours ici en Algérie. Voilà, ils sont toujours là, voilà, parce qu'ils n'ont pas le droit de s'installer ici. Ça a été dit dans les résolutions. Donc ils n'ont pas le droit de s'installer ici. Ils viennent avec leur jeep, tout ça, ils font les trucs, ils font quelques blocages, tac, parce que nous on a la route de Guergueret ici. Mais à part ça, ils peuvent rien faire. Donc le dossier aujourd'hui, il est devant les Nations Unies. L'Algérie, elle a craqué plus de 400 milliards de dollars, si c'est pas plus, sur une entité fantomatique, sur un résultat nul. Ça fait 45 ans qu'elle dépense son fric sans compter et au détriment de son peuple, au détriment de son propre Sahara, tout ça pour avoir un accès à l'Atlantique et pour couper le Maroc en deux, pour couper le Maroc de ses racines africaines, et donc tout ça pour une cause perdue. Elle a dépensé aussi ce fric dans l'armement, pour faire une course à l'armement, pour affaiblir le Maroc économiquement, parce que tout l'argent qu'il va mettre dans les armes pour équilibrer les forces, il ne va pas se développer, et grâce au non-développement, et puis en même temps, comment on appelle ça, la propagande algérienne envers les Khawana, envers les séparatistes et les républicains marocains, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui sont payés. On a vu le cas de Zzafi avec les liens avec le Polisario et l'argent sale de l'Algérie. On a vu, voilà, donc ils essayent d'influencer la pensée du peuple marocain pour justement qu'ils puissent faire une révolution, renverser le pouvoir, et eux ils puissent découper
couper le Maroc en 1000 morceaux, et puis comme ça, il y aura plein de petits États inféodés à l'Algérie, et donc voilà, et c'est eux les rois, c'est eux les maîtres. Mais ça, ils peuvent rêver. Malgré ça, le Maroc a continué son développement. Ils ont même créé une deuxième armée, l'armée sahraoui. Hein, ils les ont même équipés de certains missiles. Voilà. Ils savent pas qu'on a les contre-mesures d'ailleurs. Et puis en même temps, on a aussi les satellites. Hein, tu bouges, te défense. Donc voilà, on a 2 satellites. Et ça, c'est un grand coup de génie de Mohamed Sadis Allah, notre roi bien-aimé. Et donc eux, ils se retrouvent toujours face au mur. Donc on connaît aussi leur trafic aujourd'hui. Ils essayent de garder ce statu quo parce que au final, ça emmerde le Maroc, ça le fait dépenser du fric dans le lobby, ça, voilà. Et eux, ils continuent à traficoter avec toutes les aides internationales, voilà, jusqu'à ce que l'ONU a mis carrément des valises GPS. Destiné pour la population de Tindouf. Mais pendant ce temps-là, le était très très intelligent. Malgré cela, on a pu avancer, développer notre économie, développer nos infrastructures, aller de l'avant. Alhamdulillah, le Chab il est uni, tous taht shi'ar Allah al-Watan al-Malik, que vous le voyez ou non, les Algériens. D'ailleurs, on le voit, même maintenant, vous avez d'ailleurs l'ancien président, j'ai vu ça hier, l'ancien président du FLN, qui Zarhoni ou je sais pas quoi là, qui dit que le Sahara marocain, d'ailleurs il l'avait déjà dit auparavant, et ça on le sait, comme il dit Msel, tout le monde le sait, donc voilà, et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Bon, c'est un ami de Gaïd Salah ou pas, on n'en sait rien. Qu'est-ce qui est derrière tout ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils veulent normaliser les choses, on n'en sait rien. Est-ce que ça y est, ils sont arrivés au bout, ils se disent merde, ça y est, c'est bon, on a claqué assez de pognon, maintenant c'est bon, le Maroc a gagné. Mais le Maroc, il a déjà gagné. Donc voilà. Est-ce qu'ils se retrouvent vraiment dans l'impasse? Est-ce qu'ils ont besoin du Maroc pour se relever? Ça, c'est une autre question aussi au point de vue économique. Peut-être cette sortie-là de ce monsieur, elle est peut-être destinée à justement... peut-être nous toucher et dire ah bah tiens comment il s'appelle tiens on va faire on va demander au Maroc de nous aider économiquement parce que sinon on va aller dans la faillite. Donc voilà. Et tout ça, c'est, je sais pas ce qui se trimballe derrière. Je sais pas ce qui se trimballe derrière, mais en tout cas, c'est voilà, avec Saadani, il a dit quelque chose, il a dit une vérité, et ça fait plaisir. Et peut-être que les mentalités changent aussi, hein, on n'en sait rien, peut-être aussi. Ils ont dépensé tout leur fric, au lieu de le dépenser pour Chab Dielhom, ils l'ont dépensé pour le Polisario, les dames le Polisario. Pétrole, Chab, Aljazairi, les dames le Polisario. C'était ça l'arme fatale, parce que le robinet coulait à flot, l'argent coulait à flot, et les généraux algériens, ils s'en foutaient du peuple. Leur vrai peuple, comme je l'avais déjà dit, c'est le Polisario. Le petit bébé, c'est le Polisario. Voilà. Aujourd'hui, ils se retrouvent en crise, comme je viens de vous le dire. Peut-être que Saadani, la sortie de Saadani, c'était peut-être que le Maroc puisse les aider, parce que le Maroc a quand même maintenant une industrie, il a quand même des manufactures, il a quand même une agriculture, il a quand même un savoir-faire dans l'industrie touristique, dans pas mal de choses. On pourra les aider. Mais c'est difficile quand même, hein, c'est difficile quand même. On n'en sait rien. Pour l'instant, il faut voir la suite de tout ça. Il faut voir la suite de l'événement. Nous, en tout cas, l'affaire elle est devant l'ONU. En tout cas, nous, notre ministre des Affaires étrangères y travaille, notre roi y travaille pour justement déconstruire toute votre mensonge sur cette fantomatique république qui est Polisario, tout votre mensonge sur notre Sahara marocain, tout votre mensonge devant toutes les instances internationales. Alhamdulillah, donc de plus en plus de pays adoptent la proposition d'autonomie proposée par le Maroc. Donc c'est ce qui est sur la table. Et en même temps, il y a la main tendue de notre souverain
notre roi, ça fait 2 années où il lance cette main tendue au gouvernement algérien, mais eux l'entendent toujours pas de cette oreille pour régler tous les problèmes. Parce que si on règle tous les problèmes, tout le monde peut avancer. Voilà. Il faut pas croire ce qu'il dit Zitout. Zitout dit voilà, sa solution c'est dans l'Union du Maghreb. Demain quand il y aura plus de frontières, bah en gros il y aura plus de peuple. Mais je suis désolé, moi tu mets pas le Polisario et tu me dis toutes les frontières sont ouvertes, mais cet endroit-là ça appartient au Polisario, hein, t'as craqué mec. Hein. Donc voilà, nous on lâche rien. Le Maroc, avec même s'il y a une union demain ou quoi, aux caisses, ça veut dire que t'as la libre circulation des hommes et de la marchandise, on va dire, hein, dans le meilleur du monde, si on le calque sur l'Union Européenne, on va prendre ça comme exemple, hein, donc voilà, c'est un exemple, même si demain il y a ça, même si demain il y a la libre truc, mais je suis désolé, le drapeau qui flotte en haut sur l'administration, quand tu arrives en France, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, quand tu vas en Belgique, c'est le drapeau, voilà, jaune, noir, rouge, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a une libre circulation des hommes et marchandises que on va placer Polisario quelque part. Donc voilà, c'est pour répondre à Monsieur Zitout que des fois il raconte n'importe quoi. Occupez-vous de votre haraq, c'est déjà pas mal. Là, on va revenir donc à tout. Là, c'est une carte des pays qui ont reconnu la République arabe sahraoui, donc cette fantomatique république. Les pays qui leur ont donné une ambassade, les pays qui les ont qu'ils ont arrêté de les reconnaître et ainsi de suite. Donc du coup, donc ça c'est une carte. Donc voilà, j'ai pas trouvé une carte actualisée récente, mais c'est une carte la plus récente que j'ai trouvée. Donc les pays où il y a une ambassade, vous avez donc l'Algérie, vous avez le Nigeria, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Venezuela, le Cuba et le Mexique, d'accord. Ça c'est ceux qui ont donné vraiment voilà une ambassade. Vert clair, c'est tout ce qui est représentation diplomatique. Et après, en jaune, tous les pays qui ont suspendu leurs relations avec la RASD. Et puis en rouge, tous ceux qui ont retiré leur reconnaissance. Voilà, tout simplement. Et puis on va pas s'arrêter là. Parce qu'on a le Lesotho, on a le Salvador, on a la Zambie, on a la Libye, après la mort de Kadhafi, on a la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc tout ça, ils ont retiré leur reconnaissance. Et puis là, les croix qu'on voit en rouge ici, donc le Suriname, le Venezuela, l'Équateur, vous avez aussi la Tanzanie, hein, c'est un exemple. Bon. Qui a retiré aussi sa reconnaissance. Tout ça, c'est des pays qui sont en train de réfléchir à ne plus reconnaître. Voilà. Donc Venezuela, c'est Guaido prend le pouvoir, en tout cas lui il l'a annoncé. Le Suriname est en train de réfléchir avec l'Équateur. L'Équateur a déjà suspendu sa relation avec, la Colombie a déjà suspendu la relation avec la RASD. L'Équateur est en train de réfléchir. Donc voilà. Ça veut dire votre cause, elle est perdue. D'accord ? Donc voilà, vous avez dépensé votre argent pour rien. Le gagnant de l'histoire, c'est l'Empire chérifien. C'est le royaume du Maroc. D'accord ? Grâce à sa diplomatie, grâce à son histoire, grâce à son calme, grâce à son sang-froid, grâce au travail du peuple marocain, grâce à la solidité de l'union marocaine du nord au sud. Voilà pourquoi vous avez perdu. Parce que nous on est attachés à nos terres. Nous, on est solidaires avec notre roi Lensro. Le roi demain, il nous dit on va en guerre, on va y aller en guerre. Il nous dit faites une deuxième marche verte, on va faire une deuxième marche verte. D'accord ? Nous, on n'est pas là, je veux dire, on n'a pas besoin qu'ils nous donnent des milliards ou des choses comme ça. Ça, c'est pour l'amour du pays. C'est pour le wataniya que nos parents nous ont appris à avoir. Que cette wataniya qu'on donne aussi, qu'on lègue à nos enfants. Et que nos enfants vont léguer à leurs enfants. Et c'est comme ça
qu'on a su perdurer et traverser les siècles. D'accord? Parce qu'on n'est pas des arrivistes de l'histoire, on est un pays ancestral, on est un pays millénaire. C'est pas pour rien. Donc voilà, on n'attend pas de leçon d'un pays qui a à peine 60 ans d'existence. Même pas d'ailleurs. Et donc voilà. Donc voilà, ou de certains généraux qui ont été des capots français à l'époque coloniale de la France. Donc arrêtons les bêtises, soyons lucides. Concentrez-vous sur votre hirak. Concentrez-vous à développer votre pays et arrêtez l'hémorragie. Sinon, vous allez encore continuer à dépenser des milliards pour rien. Tout simplement pour rien. Et au bout d'un moment, le jour où vous allez vous rendre compte, vous allez dire ah ouais, on a cramé encore 100 milliards de plus, on aurait dû s'arrêter. Avec 100 milliards, on aurait pu faire ça. Et voilà. Vaut mieux arrêter. الشياطة والخونة وكاع الناس اللي مباغيش الخير للمغرب سد فمك والمغرب دائما بزاف عليكم. Bienvenue dans un train d'enfer, un train de rêve. معكم ديما ديما معكم زاد. الله الوطن الملك والمغرب بزاف عليك. الملك والمغرب لف عليك. المغرب ديما بزاف عليك. La classe à Vegas. لا كلاس يلا في خاطر الشياتة كاملين.
à Vegas.